Bonsoir. La série 48 heures reconstitue fidèlement des gardes à vue d'affaires criminelles totalement terminées grâce à des comédiens et à partir des procès-verbaux des auditions. Ce qui nous a particulièrement intéressés dans ces huis clos, c'est la question des aveux. Dans les 2 épisodes de ce soir, ils étaient primordiaux. Pourquoi un homme ou une femme qui est bien décidé à ne pas parler se met-il enfin à table, comme on dit? Quelle est cette guerre psychologique qui se joue entre les 4 murs d'un commissariat ou d'une gendarmerie? Bien souvent, la manière forte ne sert à rien. Il faut user de finesse, d'intelligence, voire de ruse pour obtenir des aveux. Et d'ailleurs, pourquoi les faut-il absolument? Parfois parce que les enquêteurs ne disposent pas de preuves formelles. Parfois parce que c'est le seul moyen de connaître les circonstances d'un meurtre, de comprendre pourquoi et comment il a eu lieu. Beaucoup plus rarement pour empêcher un crime. À ce titre, la garde à vue de Christian Van Geloven que vous allez voir ce soir est tout à fait exceptionnelle. On y a employé des procédés qui n'ont plus cours aujourd'hui, mais l'enjeu était de taille. C'est à une course contre la montre terrible que vous allez assister. Comment amener quelqu'un contre lequel on n'avait rien, pas le plus petit élément, à confier un crime monstrueux? Il fallait faire vite, mais en finesse. 2 petites filles avaient disparu depuis 10 jours. Elles étaient peut-être encore en vie. Le 19 octobre 1991, la tragédie vient frapper le village d'Elne, à côté de Perpignan. À Elne, 2 familles vivent dans l'angoisse. Hier après-midi, Ingrid, de 10 ans, fêtait son anniversaire en compagnie de sa cousine Muriel, du même âge. Il était 16 heures lorsque les 2 fillettes ont demandé la permission d'aller faire un petit tour. À 17 heures, ne les voyant pas revenir, les parents donnent l'alerte. Je comprends pas. Une fugue, c'est pas possible. Soit qu'elles sont allées se promener, bon, ou alors carrément on les a enlevées, puis c'est tout. 2 hélicoptères, 200 hommes de secours, gendarmes, sapeurs-pompiers, aidés de 70 volontaires, quadrillent le secteur. Sans résultat. Les 2 fillettes ont disparu sans laisser de traces. Chaque pouce de terrain, chaque cabane abandonnée est inspectée plusieurs fois. Les jours passent. Ingrid et Muriel, 10 ans toutes les 2, restent introuvables. Dans la région de Perpignan, les recherches se poursuivent toujours pour retrouver les 2 fillettes disparues depuis samedi dernier. Mais plus les jours passent, plus les gendarmes croient à l'hypothèse d'un enlèvement ou d'une séquestration. Un témoin dit avoir vu dans le village un homme, près d'une voiture blanche. Une voiture blanche, l'indice est mince. Des barrages routiers sont organisés, un peu pour le principe. Mais l'enquête s'enlise, l'espoir s'amenuise, et 10 jours après la disparition, il est infime. Le père de Muriel lance alors un appel aux ravisseurs. L'émotion est nationale. Je vois pas pourquoi on en veut des petites comme ça. Surtout qu'elles sont si petites et elles veulent demandent qu'à vivre. S'il m'écoute, il ne sera rien fait contre lui. Toute la population, tout le monde, toute la France de toute façon sera d'accord sur ça. Qu'ils nous rendent les petites le plus vite possible. Un coup de pouce du destin relance l'enquête. Par téléphone, quelqu'un donne le nom d'un homme. Les gendarmes vérifient. L'homme était dans la région au moment des faits. Il a déjà été condamné pour des actes de pédophilie. L'hypothèse pourrait être sérieuse. Il faut faire vite, les petites sont peut-être encore en vie. Le suspect se nomme Christian Van Geloven. Il est interpellé à Saint-Dizier, à 800 km d'Elne, et emmené dans un bureau de la gendarmerie. Il est 15 heures, sa garde à vue commence. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Sa durée est de 48 heures maximum. Cette garde à vue a été reconstituée avec des comédiens
d'après les procès-verbaux des auditions. Je m'appelle Christian Van Geloven. Je suis né le 18 avril 1945 à Eindhoven, aux Pays-Bas. Quand l'hypothèse de Van Geloven se présente, on n'a rien. Le seul point positif, c'est qu'il avait une voiture blanche, une polo blanche, et qu'un témoin avait vu une voiture blanche. C'est le seul élément. On n'a ni les corps, ni les enfants, ni un rapport direct entre les enfants, la disparition de ces enfants, et Christian Van Geloven. Merci. Donc voilà votre café. Donc vous avez compris, hein, c'est le procureur de Lourdes qui ordonne un complément d'enquête suite à votre tentative de suicide du 21 octobre dans un hôtel de la ville à cause du trouble à l'ordre public. Donc j'ai besoin d'éléments de votre vie, de votre CV, que vous me disiez un peu ce qui vous a conduit à cet acte. 2 jours après la disparition d'Ingrid et de Muriel, Van Geloven s'est rendu au sanctuaire de Lourdes. Le soir même, il fait une tentative de suicide dans sa chambre d'hôtel. Il a ensuite été rapatrié à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier, près de chez lui. Le gendarme Tony Mendoza prend prétexte de cette tentative de suicide pour venir le chercher là, sans lui dire expressément qu'il est en garde à vue. Je me présente, je me dis gendarmerie nationale. Voilà, monsieur Van Geloven, on est porteur d'une enquête du parquet de Lourdes et il faudrait qu'on vous auditionne à la brigade de Saint-Dizier. Il me dit oui, d'accord, ok, il n'y a aucun problème, je prends mes affaires. Je dis non, c'est une simple audition. Vous venez, on vous amène, je vous auditionne et je vous ramène à l'issue. Là, sans aucun problème, il s'est habillé et il nous a suivis dans le véhicule. Votre profession, c'est... Je travaille dans l'import-export. Vous travaillez où? Je cherche du travail. J'étais licencié. Je suis inscrit à l'ANP de Saint-Dizier. On avait monté un stratagème, un genre de tricherie. Il fallait vraiment qu'ils croient que c'était des enquêteurs locaux qui venaient le chercher pour qu'il raconte pourquoi il s'est suicidé, comment il a fait cette tentative de suicide, pourquoi il l'a fait à Lourdes, et ainsi de suite. Et tout ça, ça devait nous amener à notre dossier. Du moins, on l'espérait, ça. C'est illégal, puisque toute personne quand même qui est entendue au sujet d'une infraction qu'elle a pu commettre doit savoir de quoi il s'agit. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les placements en garde à vue sans aucune barrière légale. On a totalement triché, totalement. Pour préparer sa stratégie de garde à vue, le chef d'enquête Johnny Gendre a cherché à mieux connaître la personnalité du suspect. Démarche peu commune. Il est allé frapper à la porte du psychiatre qui suit Van Geloven depuis 1 an et demi, espérant que le médecin lui donne les clés psychologiques pour interroger son patient. Je lui demande s'il peut me donner quelques informations, sachant pertinemment qu'il peut refuser par rapport au secret professionnel, et ça j'en suis tout à fait conscient. À ma surprise, il m'explique de façon très simple la personnalité de Christian Van Geloven, à savoir il s'agit d'une personne qui aime dominer, qu'il s'agit d'un pédophile notoire. Il ajoute que c'est un individu susceptible d'avoir commis un enlèvement dont je suis saisi. Le psychiatre ajoute également que Van Geloven ne doit pas être brusqué, sous peine de garder le silence. Johnny Gendre élabore alors une stratégie à l'opposé des pratiques habituelles d'interrogatoire. C'est la stratégie de l'entonnoir. La stratégie de l'entonnoir, elle va consister au départ à parler surtout de sa vie, de ce qu'il a été. Et petit à petit, je veux l'amener sur des détails beaucoup plus précis et in fine, trouver un rapport direct avec la disparition des petites d'elle. Quand on commence la garde à vue, on est très haut de l'entonnoir et on ne sait pas si on va arriver au fond de cet entonnoir. Mais la stratégie, elle est celle-là. Et il faut que ça soit lui qui nous y amène et pas nous. Et pourquoi vous étiez dans le sud? J'ai cherché du travail, justement. Il a été décidé de ne pas parler de certains mots, viol, enlèvement, meurtre, pour éviter de braquer le gardé à vue. Et vous voyagez beaucoup pour votre travail? Oui, bien sûr. J'étais un peu partout, je voyageais dans le monde entier. J'étais notamment aux États-Unis. J'y ai d'ailleurs vécu 1 an et demi. Le Japon aussi, souvent. L'Asie, l'Australie, la Côte d'Ivoire, partout. J'avais droit à des hôtels à 4 étoiles. Je couchais dans des chambres à 1000 balles la nuit.
Ce n'était pas une garde à vue de voyou, c'était la garde à vue d'un gars qui était sûrement compliqué dans sa tête, mais qui était très intelligent. Donc il fallait s'en méfier. C'est pour ça que tout un stratagème a été monté par l'équipe et qu'on a sonorisé d'abord le bureau. Là, on avait décidé de mettre une multiprise où à l'intérieur était moulé un micro qui émet sur une bande FM. Et dans un bureau mitoyen, on mettait un tuner. J'ai commencé par travailler chez Armois pendant 5 ans et ensuite pour la société Philips. Chez Philips, je suis monté chef de produit. Et les enquêteurs qui étaient à l'extérieur pouvaient comme ça suivre l'événement. Là, j'étais licencié au mois de décembre l'an dernier. Deuxième stratagème, le mobilier du bureau de garde à vue est réduit à son strict minimum. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de stylo, il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien. On aurait dit une seule opération. C'était pour éviter que Vangelo Venn se focalise sur un objet, que son attention soit détournée pour qu'il ne voit qu'une personne, celui qui est interrogé. Et vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, je suis marié en 70, j'ai 2 enfants. Eric, 21 ans, et sa sœur Claire, qui en a 18. D'accord. Si on reprenait vraiment depuis le début... Sur la stratégie qui avait été élaborée par Johnny, on faisait ça sur du tableau papier. On mettait les équipes et les missions. Et ma mission, c'était d'entendre sa première version sur son identité, son éducation, avec qui il avait été élevé. La première équipe devait dégrossir l'individu, devait connaître un petit peu ses failles, ses points faibles, arriver à le mettre en confiance. Il fallait le laisser parler et le laisser venir à nous. Je suis l'avant-dernier d'une famille de 6 enfants, ou plutôt 11. Il y en a 5 qui sont morts. Une famille très pauvre. Mon père, il tenait un bistrot, c'était un grand alcoolique. Et ma mère s'est jamais vraiment occupée de moi. D'ailleurs, à l'âge de 4 ans, elle m'a donné. Plutôt vendu. Vendu? C'est-à-dire? Oui, à sa sœur, elle m'a donné. Qui, elle, en avait de l'argent et un bon mari. Mais ça s'est bien passé avec eux? Vous avez été heureux? Oui, ils sont bien occupés de moi, financièrement en tout cas. Ils m'ont donné comme un petit chat, ils sont bien occupés du petit chat. Alors face à ce genre de personnes, comme Van Geloven, on sait que si effectivement on leur dit « bon, mais arrêtez de vous plaindre », ils vont se taire. Si on rentre dans leur jeu, ils vont se sentir obligés d'apporter de l'eau à votre moulin. Et là, des enquêteurs bien au fait, des enquêteurs qui connaissent bien leur sujet, vont pouvoir obtenir des renseignements intéressants. Et vous étiez le seul enfant dans cette famille adoptive? Pendant très longtemps, oui. Pendant 10 ans. Jusqu'à mes 15 ans. J'étais en pension à l'époque. Ils sont venus me voir pour me demander si ça me ferait plaisir d'avoir une petite sœur. J'ai dit oui. Je savais pas ce que ça voulait dire, moi. Ça a été terrible. Ils ont adopté une petite fille, une italienne. Elle avait 2-3 ans. Mais pourquoi ça a été terrible? Parce que ma mère adoptive s'est plus jamais occupée de moi. Seulement d'elle. C'est comme si j'avais été abandonné une 2e fois. D'ailleurs, ils l'ont adoptée, elle, pas moi. Comme souvent, Van Geloven ne dit pas tout. Il inverse même les rôles. Car la demi-sœur, interrogée par Johnny Gendre la veille de l'interpellation de Van Geloven, donne une toute autre version de la vie de famille. Elle nous raconte que depuis l'âge de 5-6 ans, elle est régulièrement violée par Christian Van Geloven. Et là, je m'aperçois qu'on est en face un sacré pervers. Est-ce une vengeance contre celle qui vient lui prendre l'exclusivité de l'amour maternel? Peut-être est-ce là, dans cet apprentissage perverti de la sexualité, avec une enfant de 15 ans de moins que lui, qu'on peut trouver les premiers symptômes de ce que Van Geloven appellera sa maladie. C'était pour lui le moyen d'affirmer son opposition à Isabelle et sa volonté de lui faire du mal, puisqu'elle était à l'origine de sa souffrance et de son exclusion. Venons-en à votre tentative de suicide. Pourquoi Lourdes? Lourdes, j'étais allé voir la Vierge. J'attendais un signe. Ah, vous êtes croyant? Catholique. Croyant, mais pas pratiquant. Et ce signe, vous l'avez reçu? Je suis arrivé quand les portes se fermaient, les portes de la basilique. Pourquoi vous vouliez que la Vierge vous aide? Enfin, vous l'attendiez par rapport à quoi, ce signe? C'est parce que je suis malade. Vous voulez dire quoi par là? Ce qui m'a valu des problèmes avec la justice, d'ailleurs. C'est quoi ces problèmes? Je
dois dire que l'an dernier, à Saint-Dizier, au mois de juin, j'ai fait l'objet d'une procédure pour outrage public à la pudeur. Mais vous aviez fait quoi? Je me suis déshabillé devant des petites filles, près d'une rivière. Elles se baladaient. Rien de bien méchant. Van Jolen parle relativement facilement de sa sexualité parce qu'à ses yeux, sa sexualité est normale. Il considère en définitive que la condamnation de la pédophilie est une condamnation morale, est une condamnation sociale. Or, Van Jolen, comme tous ces pervers, n'admettent pas cette morale. Et vous avez été condamné pour ça? J'ai pris 2 mois avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve. Ma femme a fait en sorte que l'histoire n'apparaisse pas dans la presse, ce qui a énervé une des mères. Alors elle a commencé à se prendre à moi. Elle a réussi à trouver là où je travaillais, chez Oberflex. Elle a commencé à s'en prendre à la standardiste. Ça a fait un vrai scandale. Vous avez compris pourquoi elle vous en voulait? Ah oui, c'était une chômeuse de quartier. Elle voulait pas qu'un cadre échappe à la justice et tout. Alors que moi, je voulais juste repartir de bon pied, sans que ça se sache. Forcément, j'ai perdu mon boulot. Mais c'est pas tout. Suite à l'acharnement de cette mère, la juge d'application des peines m'a demandé de quitter la région, ce que j'ai très mal pris. Ça peut se comprendre, ouais. Oui, parce qu'après tout, je suis propriétaire de ma maison, mes enfants vont à l'école. Je vois mon psy régulièrement, je suis complètement en règle. Oui, c'est sûr. Elle m'a obligé à partir comme ça. Oui, c'est difficile, ouais, c'est sûr. Soit c'est pour mettre fin à ces histoires que j'ai décidé de chercher du boulot ailleurs, dans le sud. Et vous avez fait le trajet directement, d'une traite? Parce que ça fait long. Non, je fais des pauses. Par exemple, je me suis arrêté à Orléans. Et pourquoi Orléans? C'est aussi par rapport à ma maladie. Je me suis arrêté devant la maison d'arrêt. Ah, devant la maison d'arrêt? Et pour quelle raison? J'étais en prison là-bas. Et pourquoi vous étiez en prison? Fidèles à leur stratégie, les gendarmes font semblant de tout ignorer du passé de Van Geloven, alors qu'ils connaissent parfaitement son casier judiciaire. La condamnation elle est faite pour enlèvement de mineurs, d'une fille de entre 7 et 10 ans. Il l'a prise dans sa voiture, il l'a amenée chez lui, à son propre domicile, il l'a ligotée et il s'est fait faire une fellation. J'étais attiré par les petites filles, je leur faisais jamais rien de mal. Je les ramenais toujours le long de la route, en voiture, et je les laissais partir. Jamais j'étais violent. Quand on s'aperçoit que lui minimise des faits aussi graves, on peut se dire qu'il a fait quelque chose peut-être de plus grave. En 1983, les experts considèrent que Van Geloven n'est pas dangereux, qu'il est réinsérable, sans aucune difficulté, qu'il est amendable, et donc la justice, tenant compte de cette expertise, va faire preuve d'indulgence. J'étais condamné à 2 ans de prison. Finalement, je n'ai fait que 13 mois. Et comme j'ai retrouvé du boulot tout de suite après ma sortie de prison, je m'étais juré d'aller voir la Vierge à Lourdes pour la remercier. À l'époque, on considérait que les affaires à caractère sexuel étaient des affaires mineures, et puis aussi, on tenait grand compte des expertises qui, là, ont trompé les magistrats. Je vois un psy depuis 1 an et demi. Et cette pédophilie, oui, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est quoi pour vous? C'est une maladie? Je suis conscient que je suis malade. Je veux à tout prix m'en sortir. J'ai des pulsions. Vous voyez, des pulsions incontrôlables. Cette maladie, vous l'expliquez comment? Justement, on en a parlé avec mon thérapeute. Il dit que c'est à cause de mon enfance. Je dois dire que j'étais victime de viol et d'attentats à la pudeur. C'était en 6e, ça a duré 2 ans. C'était mon prof de latin. Il me donnait des cours particuliers. Oui, c'était le cas de le dire. Quand je travaillais mal, il me donnait une fessée. Quand c'était bien, j'avais droit à une fellation. Lorsqu'il nous parle de ses problèmes, on lui donne l'impression qu'on comprend, effectivement, qu'on n'est pas là pour le juger. Et donc, il donne encore plus d'explications. Il cherche encore plus à se justifier auprès de nous. Et, on a l'impression qu'on devient son confident. La prison, ça n'a pas dû vous aider? Non. C'est horrible. C'est l'enfer, ça détruit un homme. Ça sert absolument à rien. C'est là, devant la maison d'arrêt d'Orléans, que j'ai décidé de me suicider.
Le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai posé mes mains autour de mon cou, j'ai serré. Et après, j'ai pris des médicaments pour dormir. Et vous êtes allé directement de Orléans à Lourdes? Non, j'ai fait un arrêt à Collioure. Un ami m'y avait prêté son appartement. Vous êtes parti quand? Je suis parti de Collioure lundi matin, en direction de Lourdes. Je suis arrivé le soir même, à 19h30. À la fermeture de la grotte, j'ai décidé de me tuer. Vous n'avez plus rien à ajouter? Pour l'instant? Non, je crois pas, non. Je vous ai tout dit. Bon, bah on va faire une pause. Dans cette première phase qu'on m'avait confiée, c'était déjà une réussite. Vous avez parlé de pédophilie, vous avez parlé de ses problèmes, vous avez parlé de son voyage à Collioure pour chercher du travail. On était déjà dans le vif du sujet. On avait déjà un pédophile à Perpignan avec des antécédents. À ce moment-là, on a encore un petit, mais alors petit espoir que les enfants sont vivants. Et on est obligé, par rapport à cet élément-là, à ne pas brusquer la garde à vue. Il faut qu'on reste concentré sur la stratégie de garde à vue que j'ai décidée au départ. Sinon, on va bloquer l'intéressé, et si on bloque l'intéressé, on n'a rien. On n'a ni les aveux, ni les enfants. Il est 19h, la nuit est tombée sur Saint-Dizier. Pendant les 4 heures où il a déroulé sa vie, Christian Van Geloven a laissé beaucoup de zones d'ombre, notamment sur ce voyage dans la région de Perpignan. Après seulement 1 heure de repos, place désormais à la seconde équipe. Son rôle ? Apprendre quel est l'emploi du temps de Van Geloven l'après-midi du samedi 19 octobre. Ce samedi ensoleillé où Ingrid et Muriel sont allés jouer près d'une cabine téléphonique. Qu'a-t-il fait? À qui a-t-il parlé? Était-il à Elne ce jour-là? C'est tout l'enjeu de cette seconde audition. Ma mission était de le faire venir sur les petites filles et sur Elne. On était confronté à un fait exceptionnel. Il y avait une pression médiatique énorme, une pression hiérarchique énorme. Personne ne voulait revoir l'affaire Grégory. Donc, on n'avait pas droit à l'erreur, quoi, cette affaire-là. Vous avez voyagé avec quelle voiture? Ma voiture personnelle. Qu'est-ce que vous avez emporté? Une valise avec mes affaires et des disques musique classique. Autre chose? Dans le coffre, j'avais un fusil à plomb, un téléviseur, un sac de couchage, mes chaussures, 3 paires. C'est tout? Dans la boîte à gants, j'avais un couteau type scout. Pourquoi vous aviez emporté une carabine? C'est une carabine à plomb où j'avais acheté des munitions. C'était juste pour m'amuser pendant le voyage. J'avais jamais eu l'occasion de le faire à Saint-Dizier. Si on regarde le matériel importé, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va chercher du boulot. C'est plutôt quelqu'un qui part à la recherche de quelque chose d'autre. Et en l'occurrence, par rapport à ce qui nous intéresse à nous, on peut très bien penser que le couteau, la carabine, ce sont des armes potentielles pour avoir supprimé les petites d'ailes. Et vous pouvez nous donner votre emploi du temps à partir du vendredi, avant votre tentative de suicide? Oui. Le vendredi, j'ai roulé toute la journée pour Collioure. Je suis arrivé, je suis parti chercher les clés à l'agence. Puis, le lendemain, j'ai dormi assez tard. Puis, je suis directement parti pour Perpignan. Je voulais visiter la vieille ville. C'était quelle heure? 14h30. C'était le jour de marché. J'ai discuté avec un commerçant. C'est lui qui me disait que je devais acheter le journal local plutôt le lundi. L'Indépendant? Pourquoi? Pour les petites annonces d'emploi. Il me disait que ça sortait le lundi. Ah, vous comptiez trouver du boulot dans le coin? Ah oui, pourquoi pas.
C'est quand même loin de chez vous. C'est pas grave. Donc samedi, je me suis baladé dans la vieille ville. Et après, je suis parti vers 18, 19 heures. Je suis directement rentré sur Collioure. Par le même chemin? Ouais, par le même chemin. J'avais un peu faim en rentrant, alors je me suis acheté une tranche de jambon chez un petit charcutier. Il ressemblait à quoi, ce charcutier? 40, 42 ans, 1m65, 70, assez corpulent. Une personne qui n'a rien à se reprocher se souvient de très peu de détails quoi, de ce qu'il a fait. Or lui, il était très précis, très pointu sur ce qu'il avait fait. J'ai vu un tel commerçant, j'ai discuté avec lui tant de minutes, je suis parti à tel endroit, pratiquement j'ai pris telle route. Voilà, il était très 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 précis. Et en l'occurrence, il donne un gros alibi. Et vous avez parlé de quoi? Je sais plus. On a fait la fermeture ensemble. Après, je suis rentré. J'ai mangé un peu, j'ai regardé la télévision, et je me suis couché, j'ai pris mes médicaments et j'ai bien dormi. On a des équipes sur place que l'on sollicite, on fait des vérifications afin de savoir si oui ou non ce qu'il dit est une réalité ou s'il se trompe ou s'il ment. Et voilà le dimanche? Dimanche, je me suis levé, j'ai fait le ménage. Et j'ai mangé ma tranche de jambon. Entièrement, j'en ai donné une part au chat du quartier. Ah, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il a mangé? On lui pose pas une question directe. Patience. C'est un manipulateur, ton Gus. Il nous balade. Il y a une équipe qui va vérifier et qui retrouve ce fameux charcutier. Tout ce que raconte Vangeloven est vrai. La seule chose, c'est que le témoin nous explique qu'il s'est probablement trompé en ce qui concerne le jour où il a rencontré ce charcutier. Au fait, concernant le charcutier, on a vérifié, mais il a un doute quant au jour où vous l'avez rencontré. Oui. Lui, il dit que c'est un autre jour. À partir de là, il se dit, tiens, j'ai connu une petite erreur. C'est un élément contradictoire, un des premiers éléments contradictoires qui vient dans sa narration. Et ça, c'est très important. Ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'à partir du samedi soir, il n'est plus en contact avec qui que ce soit. On a l'impression qu'il s'est complètement coupé du monde, coupé des autres, coupé de l'extérieur, ce qui me fait penser que c'est à partir de ce moment-là qu'il détient les enfants, qu'il les a éventuellement séquestrés et qu'il les a éventuellement éliminés. Donc, lendemain matin, vous vous réveillez, vous êtes dans quel état? Vous faites quoi? Je fais le ménage, je rends les clés à l'agence et j'achète le journal. Pourquoi vous achetez le journal? Pour les petits annonces, je vous ai dit. Oui. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas petites annonces à mon niveau. Par contre, j'ai vu, c'était assez évident, c'était en première page du journal, la photo des deux fillettes qui avaient fait une fugue. On se dit, ça y est. Alors, maintenant, il faut être malin, il faut y arriver. Et pour nous, c'était déjà une bonne avancée. Il fallait qu'il nous parle tout seul des petites filles et d'elles. Il emploie un terme tout à fait désuet dans le contexte, à savoir la fugue. Les petites ont fugué. Or, la presse, les médias, tout le monde parle de disparition inquiétante, de séquestration, de rapt éventuel, mais à aucun moment il est question de fugue. Il y a peut-être aussi un petit jeu pervers dans les détails qu'il donne. Je te donne ce détail, qu'est-ce que tu seras capable d'en faire? Chiche. Il y a ça aussi. Je pense qu'il y a cette part de manipulation et de volonté d'avoir l'ascendant sur l'autre et de jauger un peu son interlocuteur. À 11h, je suis parti pour Perpignan, par la nationale. Et là, j'ai remarqué tous ces gendarmes et tout ce monde qui cherchait les filles. On en sait encore suffisamment trop peu pour pouvoir le contrer directement. Donc il faut le laisser encore plus glisser vers le fond de l'entonnoir. Il faut qu'il nous continue à revenir, le cas échéant, sur les petites, sans qu'on lui ait demandé.
Ok. Donc le lundi, vous arrivez à Lourdes, il est quelle heure? Entre 19 et 20 heures. Vous avez toujours ces idées suicidaires? Je vous l'ai dit. Mais pourquoi? Je cherche à comprendre. Parce que j'ai peur. Vous avez peur de quoi? J'ai peur de moi-même. De mon autre moi-même. Je suis allé à Lourdes pour demander à la Vierge deux choses, un emploi et un miracle. Je voulais que la Vierge me sauve de ma pédophilie, qu'elle me soigne. Donc vous n'avez pas vu de signe? Non. À l'hôtel, j'ai écrit des lettres pour ma femme et mes enfants, je les ai postées. Après, retour dans ma chambre, j'ai allumé 2 bougies que j'avais achetées dans un commerce et je me suis mis à genoux devant et j'ai supplié la Vierge de me donner un signe. Qui n'est jamais venu. Je me sentais seul, mentalement et physiquement. Le reste, vous savez. Hein. On a l'impression, par rapport à cette tentative de suicide, qu'il nous fait un petit testament, entre guillemets. Mais au travers de ça, je comprends que l'individu n'est plus le même, qu'il commence à faiblir, qu'il commence à fatiguer, qu'il commence à comprendre où on doit l'amener et où il doit aller. Est-ce qu'on pourrait pas s'arrêter un peu? Je suis un peu fatigué, là. Oui, on va s'arrêter, vous en faites pas. 2-3 petits détails. Vous avez remarqué des villages entre Perpignan et Collioure? Non, le seul village qui m'a marqué, c'était Elne, et puis... Non, il y avait un autre, dont j'ai oublié le nom. Vous êtes déjà allé à Elne? Non. Pourtant, vous dites que vous le connaissez. Oui, c'est parce que... C'est un village qu'on aperçoit quand on est sur la nationale. J'ai bien vu qu'il y avait de beaux monuments, mais j'ai préféré rentrer sur Collioure. Donc vous n'êtes pas passé à Elne? Non, jamais. Dis donc, est-ce que vous ne serez pas là pour la disparition des petites filles d'Elne? Mais pas pour ma tentative de suicide? Ils comprennent très bien que c'est pour ça, quoi. On le voit. On le voit dans ses yeux, dans son regard, dans sa manière de faire, quoi. Il baisse la tête, on le sent, quoi. Il a quelque chose à nous dire, mais qu'il n'a pas encore prêt. Je me dis pas bingo, on a gagné. On est loin encore d'obtenir la vérité. Par contre, c'est un élément qui va maintenant nous permettre de cibler la garde à vue, de changer d'attitude. Revenons à Elne. Vous me dites connaître ce village sans l'avoir traversé. Mais il y a d'autres villages sur cette route. Pourquoi vous vous souvenez précisément de celui-ci? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est vrai, je m'en souviens, c'est parce que le lundi... Lundi, 21 octobre, quand vous êtes parti de Collioure. Ouais, j'ai vu 3 quarts de CRS, là. Et quoi d'autre? Rien d'autre, il y avait une rangée de platanes le long de la route. C'est tout? J'ai dû me souvenir du nom du village parce que je l'avais lu dans l'article qui parlait de la disparition des filles. Mais comment vous saviez que c'était précisément Elne? Parce que c'était marqué sur un panneau, Elne. Un panneau face au quart des CRS. Combien de fois vous êtes passé par Elne? Je suis passé 3 fois, mais toujours par la nationale qui contourne le village. Jamais j'ai mis un pied dans le centre d'Elne. Vous n'avez pas cherché à appeler votre femme? Si, mais c'était à Orléans. Jamais j'étais à Elne pour téléphoner ma femme ou acheter quelque chose. Vraiment, est-ce qu'on pourrait pas s'arrêter là? Parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Là. Oui. Juste 2-3 petits détails à préciser. Il ne veut pas nous parler d'Elne, il ne nous parle pas d'Elne, du village d'Elne. Et on lui demande précisément de bien nous raconter son circuit, les détails, ce qu'il a pu remarquer. Et à un moment donné, on le pousse à commettre une faute. Et il commet la faute. Revenons à cette journée de samedi, le 19 octobre. Vous nous dites que l'après-midi, vous visitez Perpignan. À quelle heure vous partez? 17h. Donc vous allez de Perpignan vers Collioure? Ouais. Et sur la route entre Perpignan et Collioure, vous avez remarqué quelque chose de particulier? Non. Je peux pas être affirmatif, mais non.
Il y a des feux rouges sur cette route? Je sais plus. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Hein. Mais quelque chose d'inhabituel, je sais pas moi. Dans un des villages, il y avait des bandes rugueuses comme ça, couleur bordeaux, pour annoncer un dos d'âne. Où ça? Un village qui mène à Collioure. Et pourquoi vous avez remarqué ces bandes? Parce que c'est rare. C'est nouveau. Ça fait un drôle de bruit quand on passe dessus. Ben, elle se dit, c'est un élément qui va permettre de le confondre, quoi. On a bien noté la spécificité de ces ralentisseurs qui sont de couleur ocre, qui font un bruit spécifique quand un véhicule automobile passe dessus. Et là, c'est incontournable. Il n'y a qu'à Elne et à cet endroit précis que ces ralentisseurs existent. On ne lui dit pas, vous nous mentez. On n'affronte pas directement. On le laisse mûrir psychologiquement. Vous arrivez, ensuite? J'arrive à Collioure. C'était un temps entre chien et loup. Entre chien et loup? C'est quelle heure ça couvre? 18h. Vous faites quoi? Je fais le ménage jusqu'à 18h45. Vous aimez ça, faire du ménage? J'aime que les choses soient propres. Surtout quand on me prête un appartement. J'ai mangé, j'ai regardé un peu la télévision et je me suis couché dans mon sac de couchage. Dans votre sac de couchage? Pourquoi? Pour ne pas salir les draps. J'avais même pris un oreiller. Ok alors. On va s'arrêter là? Il est 1h du matin. Cela fait maintenant 9 heures que Christian Van Gelhoven répond aux questions des enquêteurs. Pendant une courte interruption, où il est mis au repos en cellule, les gendarmes vérifient leur intuition. Pas de doute. Les seuls ralentisseurs de couleur ocre se trouvent à Elne. Il faut qu'on vous apprenne quelque chose. Les ralentisseurs Bordeaux dont vous avez parlé n'existent pas sur la nationale. Ils n'existent que dans le centre d'Elne. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que vous êtes rentré à l'intérieur du village. Vous pouvez nous donner d'autres précisions sur ce village? Non, je me souviens de rien. Même pas d'avoir traversé ce village. Quand vous les avez vus, ces ralentisseurs Bordeaux? J'ai dû remarquer leur couleur samedi matin, en allant vers Perpignan. Je ne me souviens pas s'il y avait des feux ou autre chose. Je me souviens de rien. Vous nous avez dit que vous avez vu un rond-point. C'était où? Oui, j'ai vu un rond-point, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas dans quel village, si c'était avant Elne, après Elne, mais c'était pas Elne. Vous êtes passé à l'intérieur du village? Non, je vous dis que non. Je maintiens. J'avais aucune raison de passer par Elne. Où étiez-vous vers 17h30? Certainement plus près de Perpignan que d'Elne. Comment vous étiez habillé? Des chaussures noires, un jean, un polo bleu. Et vous étiez au volant de quelle voiture? Ma voiture personnelle, une Volkswagen Polo blanche. Les bandes rugueuses, il fallait rentrer dans elles, il fallait rentrer vers les petites pour pouvoir les voir. Quand il a dit ça, il était bleu, c'était fini, c'était lui.
Il est 3h30 du matin. Christian Van Geloven est remis en cellule pour un court moment. Depuis le début de sa garde à vue, la veille, il n'a bénéficié que de 3 heures de repos. C'est une phase qui est très sensible. Je sais qu'on ne reviendra pas en arrière. Je sais que là, on y est. On est dans le bon tempo. On est dans le bon moment. Donc là, je sais que Christian Van Geloven est fatigué psychologiquement, physiquement. Et je décide d'intervenir. Parce que je sais que c'est à ce moment-là que je vais le faire craquer. Kom maar. Kom. Hoe gaat het? Alles goed? Alles in orde? Mijn moeder sprak Nederlands. Je kunt me vertrouwen. C'est le moment. Faut que ton beau côté l'emporte sur le mauvais. S'il avait fallu l'embrasser sur la bouche, je l'aurais embrassé sur la bouche, sans problème. Pour moi, l'important, c'est de pouvoir savoir où sont les petites. Tout ça, c'est parce que tu es malade. Et tu sais, il existe l'article 64 sur l'irresponsabilité pénale. Tu nous as parlé de tes pulsions, c'est vrai que tu es malade, mais il faut que tu nous expliques. L'article 64 ? Oui, tu sais, quand les gens sont malades comme toi, on considère qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Dans le code pénal, l'article 64 fait état de l'état de démence. Et là, il est intéressé. On le voit. On lui explique bien que ce n'est pas nous qui lui ferons bénéficier de cet article, que sont les juges, les psychiatres, etc. Mais là, il est intéressé. On le voit, c'est net. Et là, il s'accroche à ça. Je ne veux même pas retourner en prison avec tous ces sauvages. Vous savez ce qu'on leur fait, aux pointeurs, comme on le dit? Oui, mais nous, on peut te protéger. J'ai peur. Je veux une lobotomie. Tu as déjà entendu parler de la prison de Casablanca en Corse? C'est une prison sans mur, sans mirador, à l'air libre. Où les gens comme toi sont surveillés, soignés. Et nous, on peut faire en sorte de s'y faire entrer. C'est sûr? Oui. Ça dépend pas du juge. Assieds-toi. J'en ai violé des dizaines. Assieds-toi. Tu vas tout me raconter. Ça va te soulager. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu es un monstre. Et non, tu es pas un monstre. Assieds-toi. Dire à un gardé à vue tu es un malade, tu es fou, tu auras une responsabilité pénale parce que tu n'es pas responsable de ce que tu fais, c'est de la pure technique d'enquêteur, comme quand ils disent à quelqu'un faute avouée à demi pardonnée, dis que tu es coupable et puis le tribunal en tiendra compte. En soi, ce n'est pas choquant, hein. C'est comme ça. Alors, c'est samedi. Vers 11h, j'ai pris un autostoppeur. Il devait rejoindre des copains à la piscine de Perpignan. Je l'ai déposé. Et au bord de la piscine, il y avait une 50aine de fillettes. Ils faisaient de la danse aquatique. J'étais atterré par le corps d'une fillette. Et j'ai eu des pulsions incontrôlables. C'est quoi ces pulsions? Depuis que je suis pédophile, c'est toujours la même chose. J'ai la bouche et le palais qui se dessèchent, mon cœur qui bat à toute vitesse et des tremblements. Je suis malade. Il va en fait en quête, à la recherche de sa pulsion, qui est pour lui source de plaisir. Et ensuite, si vous voulez, si effectivement cette pulsion le dépasse, à ce moment-là, il dit c'est pas ma faute. Hein, c'est la faute à la pulsion. Et qu'est-ce que t'as fait, là?
Je suis parti. Le malheur a voulu que je passe par Elne. J'ai remarqué la cabine téléphonique à côté du rond-point. Il y avait 2 fillettes d'une dizaine d'années. Elles jouaient. Il y avait une blonde et une brune. Elles jouaient à faire semblant de téléphoner. Je suis descendu et j'ai commencé à tourner autour de ma voiture pour ne pas leur faire peur. Et comment tu les as abordés? Je leur ai demandé si elles ne savaient pas où il y avait une cabine à cartes, parce que celle-là était à pièces. Elles ont dit qu'il y en avait une à côté de la gare. Alors du coup, j'ai demandé si elles ne pouvaient pas m'y emmener. Elles sont montées dans la voiture à l'arrière. Je leur ai donné l'album d'Astérix que j'avais acheté au Leclerc à Perpignan. Et on est parti en direction de Collioure. Il manigance, il prévoit. Il achète une laisse pour faire croire qu'il a perdu son chien. Il achète des journaux d'enfants, Astérix. C'est quelqu'un qui n'agit pas sur le coup d'une émotion, sous le coup d'une pulsion, contrairement à ce qu'il dit. Et après? Dans un premier temps, je voulais les ramener chez les parents. Et après, j'ai eu l'idée de plutôt les déposer le long d'une route fréquentée, au-delà de Boulou, pour qu'elles puissent rentrer en stop. Pourquoi tu l'as pas fait? À l'échangeur de Boulou, je me suis dit que ça n'allait pas marcher. Alors j'ai continué en direction de la montagne et je me suis arrêté. J'avais remarqué que Ingrid commençait à s'inquiéter, alors j'ai eu l'idée de la faire descendre en premier. Il faisait nuit. Il était vers 21h30. Et là, j'ai pensé que la situation était devenue irréversible pour moi. Je me suis saisi d'une cordelette que j'avais dans la voiture. Avec la cordelette, je lui ai lié les mains dans le dos sans trop m'appliquer. Et le reste de la corde, j'ai tourné autour de son cou. À ce moment-là, il nous explique comment il a étranglé Ingrid et Muriel. Il était dans un calme mécanique et ensuite il a pensé à effacer son forfait. On se dit, elles sont mortes, elles sont vraiment mortes, quoi. Et on pense aux parents aussi, parce qu'on connaissait les parents. Et en fait, on ne pouvait leur dire que leur annoncer la mort de leurs enfants, quoi. Alors qu'on aurait pu leur dire, on les a retrouvées, vivantes. Faut que tu nous dises où elles sont. C'est le nœud parce que tant qu'il n'y a pas cet aveu-là, il n'y a rien qui puisse permettre de relier Christian Vangeloven à la disparition des 2 enfants. S'il se fermait comme une huître, on avait un homicide sans cadavre. Et là, c'était le pire. Ça, c'était le pire qui pouvait nous arriver. Elles ont le droit à une tombe, une sépulture. Un endroit où on repose en paix. Les parents ont le droit de savoir. Et même si tu le fais pas pour eux, fais-le pour tes enfants. Pense à tes enfants. Vers 5 heures, je suis parti en voiture. J'ai fait tout un périple pour trouver un endroit. J'ai pris la direction de Loudève. À un moment donné, je suis arrivé sur un genre de plateau. Et là, j'ai trouvé un chemin qui s'enfonçait dans la nature. Par hasard, je suis tombé sur un gouffre entouré de barbelés. J'ai sorti les corps du coffre. Je les ai jetés dans le gouffre. Quand on a raconté ça à d'autres enquêteurs qui attendaient, parce que j'ai vu des collègues
J'ai vu les collègues pleurer. Je suis malade. Il faut me soigner. C'est vrai que tu es malade. On va voir comment on peut s'occuper de toi, mais avant, faut que tu nous amènes à ce gouffre. Tu promets? Il reconnaît avoir tué les petites, mais à aucun moment il ne reconnaît ce qui est la gravité de cette affaire, les tortures qu'il leur a infligées, des tortures à caractère sexuel. Or, des expertises sérieuses faites par des légistes ont démontré la réalité de ces violences graves que lui attribue à la chute des corps dans le gouffre où il les avait jetés. Il faut que tu signes ta déposition. Donc, vous reconnaissez avoir, dans le but d'attenter à leur pudeur, enlevé le 19 octobre 1991 à Elne, Ingrid Van de Portal et Muriel Sanchez, et leur avoir volontairement donné la mort le soir même. Réponse? Oui, je reconnais les faits tels que je viens de vous les relater. Ce 2 novembre 1991 à 10h30. À Elne, au domicile d'Ingrid Van de Portal, je retrouve les parents et notamment la maman. Et là, je lui annonce, malheureusement, ce qui est effroyable pour une mère sûrement, c'est qu'elle ne reverra plus Ingrid vivante, qu'elle a été assassinée. Et le peu de pouvoir que j'ai, je lui dis que j'ai arrêté l'assassin de sa fille. Voilà, ça c'est... Pour moi, ça a été la démarche la plus douloureuse. Le lendemain matin, Christian Van Geloven emmènera les enquêteurs au bord du gouffre, dans lequel reposent Ingrid et Muriel. Deux ans plus tard, celui que l'on a surnommé le monstre d'Elne sera condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une peine incompressible de 30 ans. Mutique à son procès, silencieux devant le juge d'instruction, Christian Van Geloven est mort en prison en 2011, emportant avec lui une partie de ses mystères. Les heures de garde à vue dans la nuit de la gendarmerie de Saint-Dizier resteront le seul moment où Christian Van Geloven aura entrouvert la porte sur le chemin de ses crimes et de ses tourments.